Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la transition écologique des acteurs du numérique. Bienvenue, je suis Stéphanie Chaune, directrice écosystème du pôle SCS, donc pôle de compétitivité solutions communicantes sécurisées. On va parler d'éco-conception, de retour d'expérience, de bonnes pratiques. Au préalable, quelques éléments techniques. Donc cette session est enregistrée. Donc, les micros des participants sont coupés par défaut. Nous pouvons les activer si éventuellement une intervention est demandée. On préfère, vu le nombre de participants prévus, rester sur des questions écrites. Donc, vous avez un module questions. Surtout, n'hésitez pas à en poser. C'est le moment de soulever les points qui vous tiennent à cœur sur ce sujet. Et donc, nous aurons Nicolas Hortiou de Schneider Electric, donc directeur Sustainability Industrial Automation chez Schneider, basé à Carros, donc côté de Nice. Et moi-même, je vais faire l'introduction pour vous indiquer pourquoi on traite ce sujet et dans quel contexte il est traité. Donc, pourquoi on s'intéresse à ce sujet de la transition écologique des acteurs du numérique et de la photonique, puisque nous sommes un pôle numérique photonique, c'est parce qu'on a trois grands objectifs et qu'on a constaté des choses il y a quelques années et qu'on continue de les constater. C'est compliqué d'aller vers une transition. Quand on est un acteur du numérique, on a tendance à penser qu'on est une solution pour les autres, ce qui est vrai, en partie, mais on est aussi un poids, puisque le numérique, vous le savez, représente aujourd'hui environ 4 à 5% des gaz, des émissions de gaz à effet de serre, et ça va forcément on va dire en s'empirant, hein, puisque le sujet numérique se développe de plus en plus et on a de plus en plus d'empreintes, ce qui est normal. Donc, il faut faire mieux avec ce que l'on a. Et donc, les acteurs du numérique sont ceux qui doivent d'abord aussi bien penser ce qu'ils font, comment ils le développent et quelle est leur empreinte. Donc, on a vraiment un objectif de vous donner des clés et des moyens pour mieux comprendre ce que ça veut dire de s'engager. Également, vous préparer aux exigences d'aujourd'hui et de demain. Alors, c'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est déjà une réalité. Vos clients potentiels vous demandent déjà quel est votre positionnement, si vous avez mis en œuvre des actions, potentiellement si vous avez fait un bilan carbone, vos partenaires financeurs potentiellement également, et vos investisseurs si vous êtes une start-up, certainement. Donc tout ça, il vaut mieux anticiper que de se retrouver devant le fait accompli. Et ensuite, vous faites des choses, nous le savons, puisque ça fait 3 ans que j'ai lancé ces ateliers de transition. Je sais que beaucoup de choses sont faites, puisque je le vois au sein des entreprises qui sont membres du pôle. Et je pense que vous pouvez bien les valoriser, peut-être encore mieux. Et donc finalement, c'est aussi un moyen pour vous, quand vous êtes sensibilisé sur différents sujets, de mettre en avant vos actions que vous faites déjà. Et bien sûr, il y a des dispositifs régionaux depuis très longtemps. La région s'est énormément investie. Elle travaille fortement sur son plan climat depuis de très nombreuses années. Ça veut dire que tous les acteurs du territoire travaillent aussi sur ce sujet de la transition. Et ils ont donc un dispositif qui est très intéressant qui s'appelle CEDRE, donc je vous recommande. Et bien sûr, tout ça, on ne peut pas le faire tout seul. On le fait avec des partenaires que vous connaissez peut-être, hein, notamment Entrepreneurs pour la planète, qui est une structure nationale avec une division dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, qui est là pour soutenir des projets de jeunes entrepreneurs et le faire savoir, trouver des sponsors. Donc, c'est une façon d'engager sa transition, aider les autres. Ça fait partie des façons de le faire. D'autres sont partenaires de SCS également, comme Rive Neuve, qui est un partenaire conseil. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez des contacts avec ces différentes structures, je peux vous mettre en lien. Un cycle de transition, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire traiter des sujets tout au long de l'année. On a commencé par des sujets très financiers. Les fonds à impact, vous en avez peut-être entendu parler si vous êtes plutôt une jeune entreprise. Est-ce que c'est compatible finalement, une entreprise deep tech optique numérique avec des fonds à impact? C'était la question qui était posée à Rive-Neuve notamment. Ensuite, le deuxième sujet, c'était comment faire mieux pour… un instant, je crois qu'il y a un problème de son, non?
Est-ce que vous m'entendez? Je vois qu'il y a des différentes... Pas de son, c'est ça? Moi, de mon côté, c'est OK, je vous entends très très bien. OK. Est-ce que d'autres personnes ont des problèmes de son? Ah, il y a d'autres gens qui me disent OK et d'autres qui me disent pas OK. Peut-être Olivier, si tu es connecté, est-ce que tu peux traiter ce point? Parce que là, j'avoue Je vais que m'en pour moi... occuper, mais de mon côté, j'ai du son, donc je vais essayer de voir. Oui. OK. Je Essayez de désactiver peut-être le micro, réactiver le micro, désactiver le son, réactiver le son à partir de la console. Bon, je poursuis. OK. Donc, sujet lié aux API, parce que bien sûr, on en a de plus en plus des API. Hein. Il n'y a pas que des objets qui communiquent ou des logiciels. Il y a des choses qui se passent entre les logiciels, entre les plateformes, et tout ça, ça consomme. Et donc, il y a des façons de le faire de manière plus éco-responsable avec un think tank qui en a parlé. Et aujourd'hui, donc, on traite ce sujet éco-design avec un retour d'expérience de Schneider. Et on traitera d'autres sujets de dispositifs régionaux et également des sujets de fresques du numérique potentiellement en toute fin d'année que nous avons nous-mêmes réalisé au pôle et qu'on vous encourage à faire. L'agenda du jour, donc c'est après cette courte introduction, c'est donc de présenter des enjeux de l'éco-design et des actions que fait Schneider Electric. Bien sûr, c'est une grande société, hein, elle a pris à bras le corps depuis longtemps ce sujet, mais je pense qu'il y a des choses, et c'était l'idée de départ avec Nicolas, on pense qu'il y a des bonnes pratiques et des pain points qui sont communs à tout le monde, notamment qualifier l'impact hardware, les enjeux de l'analyse du cycle de vie. Tout ça, c'est des sujets qui seront obligatoirement à traiter puisque dans un futur proche, si vous allez sur des programmes de R&D, vous aurez des sujets d'analyse de cycle de vie. Pour l'instant, ce n'est pas obligatoire, mais ça le deviendra. Donc, c'était une bonne idée, finalement, on va voir, hein, vous poserez vos questions, de voir comment ça peut s'appliquer aux sociétés plus petites et prendre le meilleur de ce qui peut se faire aujourd'hui chez Schneider. Voilà pour l'introduction. Je passe la main à Nicolas. Nicolas, je vais vous basculer la possibilité de prendre la main. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas pour l'instant on vous voit. Alors, est-ce que j'ai bien partagé? Moi, je le vois, c'est OK pour moi. Ah, OK, super. Je peux aller, Stéphanie, ou vous voyez mon écran ou... Moi, je ne le vois pas, par contre. Alors, il y a peut-être un souci particulier chez moi. Non, pour l'instant, moi, je ne le vois pas. Mais c'est pas si grave, je le connais, je l'ai déjà vu par ailleurs. Donc, vous pouvez y aller. Ok, bah écoutez, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Ortiou, je suis basé à Carros, à côté de Nice, et je suis directeur développement durable pour la business unit qui s'appelle Industrial Automation de Schneider. Donc, chez Schneider, il y a deux business units, Energy Management et Industrial Automation, et moi, je suis dans la business unit Industrial Automation. Donc effectivement, ce qu'on avait discuté pour aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on fait chez Schneider d'un point de vue éco-conception, éco-design, tout en ayant bien à l'esprit que Schneider, c'est une grosse boutique. Vous allez voir les chiffres juste après. Mais ceci dit, et c'est un peu le message qui est en toile de fond de toute ma présentation, l'éco-design n'a de sens que s'il est économiquement viable. Donc peut-être qu'on va un petit peu plus loin, peut-être qu'on a commencé un petit peu plus tôt, mais en réalité, de toute façon, il faut que ça soit viable économiquement. Donc a priori, ce qui s'applique à Schneider devrait aussi s'appliquer dans toutes sortes d'entreprises, y compris des petites et moyennes entreprises. Donc, je vais vous raconter un peu l'histoire de Schneider et ce qu'on a fait, et ensuite je passerai à des choses beaucoup plus opérationnelles qui, j'espère, seront actionnables pour vos structures. Alors, quelques mots juste pour, si j'arrive à passer ça, juste pour démarrer. Donc, Schneider, alors oui, 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, donc effectivement une grosse boutique. On est à peu près 150 000 employés répartis dans une centaine de pays.
On a deux grosses entités, donc Energy Management qui est plutôt spécialisé dans les produits de la distribution électrique. Vous allez en retrouver chez vous dans le résidentiel, hein, les disjoncteurs, des interrupteurs. Mais après, ça peut être aussi la distribution électrique plutôt pour des grosses infrastructures. Et la deuxième business unit à laquelle j'appartiens, donc Industrial Automation, qui est vraiment tout ce qui est automatisme industriel. Donc, comment est-ce qu'on fait pour automatiser un process industriel, le rendre plus efficace, etc. Notre chiffre d'affaires, donc 58% avec des produits, 24% avec des systèmes et 18% avec du software et des services. On a un marché qui est plutôt, alors 16% autour des data centers, beaucoup dans le bâtiment, beaucoup dans l'industrie et dans les infrastructures. Sachant que moi, ma business unit, évidemment, de par la nature de notre activité, on est plutôt dans la partie industrie. Et un chiffre d'affaires plutôt équilibré entre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on considère être notre mission principale? Pardon. Alors, attendez, je désactive ça tout de suite parce que sinon ça va nous embêter. Qu'est-ce qu'on considère être notre activité principale? On cherche à être le partenaire digital pour le développement durable et pour l'efficacité de nos clients. Et de par cette mission, excusez-moi, normalement, je ne devrais pas avoir de notification. Donc, de par cette mission, évidemment qu'on se doit, nous, chez Schneider Electric, d'être exemplaires sur les enjeux de développement durable et sur les enjeux d'éco-design. Donc, ce qui a fait que Schneider a commencé probablement un peu avant les autres et ce qui fait qu'on a des objectifs peut-être un peu plus ambitieux que les autres, c'est que notre business, c'est d'aider nos clients, par exemple, à décarboner. Donc, évidemment que de notre côté, on doit montrer l'exemple et on doit se décarboner nous-mêmes avant de pouvoir prétendre à conseiller nos clients dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est clairement un levier qui a fait que Schneider Electric a été assez actif dans le développement durable et en particulier dans l'éco-design. Alors, ce slide est un peu fouillis, mais j'aime bien commencer par ça parce que souvent, quand on me demande pourquoi Schneider Electric fait du développement durable, les gens ont en tête les politiques RSE. Donc, se disent que l'entreprise s'est engagée, va être une entreprise à impact, et donc le comité exécutif de l'entreprise a décidé qu'il fallait mettre des engagements de développement durable. Donc, ça, c'est évidemment un levier, mais c'est absolument pas le seul. En fait, quand vous regardez le graphique qui est à gauche, hein, qui vient de Gartner, qui recense un peu les différents leviers de pression sur les entreprises sur le développement durable, ce qu'on voit, ce qui est assez clair, c'est que c'est les clients qui en réalité mettent le plus de pression aux entreprises pour faire du développement durable. Donc, l'éco-design et le développement durable, c'est aussi et surtout une problématique de compétitivité et de prise de part de marché. Donc, si Schneider a décidé de faire de l'éco-design, c'est qu'on considère que ça va contribuer à notre compétitivité et ça va nous permettre de prendre des parts de marché. Ensuite, on va avoir les investisseurs. Alors, ça, c'est peut-être un peu spécifique à Schneider parce qu'effectivement, c'est une grosse boîte du CAC. Donc, mais clairement, nos investisseurs nous demandent de prendre des engagements forts d'un point de vue environnemental et surtout nous demandent de tenir nos engagements. Donc, on a une grosse pression de nos investisseurs. Alors, le régulateur, c'est pour tout le monde, que ce soit en Europe ou même plus particulièrement en France. Chez nous, on parle d'un tsunami de régulation. Hein. Alors, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent sont un peu au fait des dernières lois qui passent en Europe, mais on a par exemple le SPR qui a été voté cet été. Donc, il y a un certain nombre de nouvelles régulations qui vont imposer beaucoup plus de choses, notamment sur la partie éco-design. Après, on a les équipes. Ça, c'est important aussi, et surtout dans une boîte comme Schneider, en fait, on se rend compte que les gens qui travaillent pour Schneider, ils ont envie de travailler pour une entreprise à impact. Et donc, le fait de mettre en place une politique ambitieuse de développement durable, ça permet d'attirer des talents et de les garder chez nous. Bon, alors après, il y a d'autres sujets comme les politiques publiques, les OGN, etc., que je ne vais pas détailler. Par contre, je vais finir sur ce slide-là sur un point qui est souvent un peu oublié. C'est à la fois l'excellence opérationnelle et la résilience de notre supply chain. Donc déjà, l'excellence opérationnelle.
en règle générale, pas tout le temps, et j'en reparlerai, mais l'éco-design, ça permet normalement ça permet aussi d'être meilleur, enfin de réduire certains coûts. Ça a vraiment un impact aussi, ça peut avoir un impact sur la marge et sur l'excellence opérationnelle de l'entreprise. Et surtout, l'économie circulaire, c'est un moyen de rendre notre supply chain plus résiliente. Et là, pour ça, moi, j'ai 2 exemples que je prends tout le temps. Le premier, c'est les terres rares. Hein. Donc, les terres rares, c'est des minerais que nous, Schneider, on va utiliser, par exemple, dans les aimants de nos moteurs électriques. On en a aussi dans certains composants électroniques. Et on sait que le marché des terres rares est assez, alors déjà, dominé par la Chine. Donc, on est complètement dépendant de la Chine et avec assez versatile d'un point de vue prix. Donc, le fait d'introduire de l'économie circulaire sur les terres rares, c'est-à-dire d'utiliser des terres rares recyclées dans nos produits et de faire en sorte que nos aimants qu'on monte dans nos produits soient recyclables en fin de vie, ça permet de rendre notre supply chain plus résiliente aux crises, aux variations de prix et moins dépendante de la Chine. Donc ça, c'est juste un exemple. Hein. Il y en a d'autres. On sort à peine d'une crise, d'une pénurie de composants électroniques. Et pour nous, ça a vraiment été l'occasion de démarrer une activité d'économie circulaire, alors qu'il y a encore balbutiante dans le monde de l'industrie. Les gens ont le réflexe d'acheter un téléphone portable ou une voiture d'occasion. Ce n'est pas forcément encore le cas pour un automate programmable ou un variateur de vitesse, mais la crise, la pénurie de composants post-Covid nous a vraiment permis de démarrer parce qu'on était capable finalement de faire du drive, par exemple, reconditionné, et qu'on a réussi à vendre à un moment où il y avait une grosse pénurie sur les composants électroniques. Donc, c'est vraiment important de garder tous ces facteurs en tête, et je pense que ces facteurs-là s'appliquent à la fois aux grosses boîtes comme Schneider, mais aussi aux entreprises plus petites. Alors, peut-être pas la partie investisseur, mais en tout cas, tous les autres, probablement. Donc, les engagements de Schneider. Alors, je vais aller vite sur cette partie, mais en gros, on a deux engagements principaux. Le premier, c'est sur ce slide, c'est les engagements sur notre empreinte carbone. Donc, on a choisi avant 2021 de s'aligner avec les accords de Paris, donc d'avoir une trajectoire carbone qui nous maintient, enfin en tout cas qui maintient au périmètre Schneider, évidemment pas le monde, au 1,5 degré. En gros, ça veut dire que si tout le monde prenait ce genre d'engagement, on pourrait tenir les 1,5 degré de réchauffement climatique. Mais pour faire ça simplement, hein, quand on fait de la comptabilité carbone, on va avoir la partie Scope 3 amont, qui est tout ce qu'on achète, les composants électroniques, le plastique, l'aluminium. Donc pour nous, c'est 8,2 millions de tonnes en 2021. On va avoir les opérations, donc ça c'est vraiment tout ce qui est directement dans notre giron, donc nos usines, nos bâtiments, nos centres de distribution. Donc ça c'est 300 000 tonnes, donc c'est assez petit. Et ensuite on va avoir la partie aval, Scope 3 aval, qui est en fait l'utilisation de nos produits en clientèle. Donc Schneider Electric, on fait essentiellement du matériel électrique. Nos produits fonctionnent en clientèle pendant 10, 15, 20 ans, ils consomment de l'électricité et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans le scope 3 aval. Et pour Schneider, hein, c'est finalement la majorité de notre empreinte carbone, c'est 61 millions de tonnes en 2021. Après, on a un autre truc, alors qui est un peu à part, qui s'appelle les saved and avoided en bon français. Donc, c'est le carbone sauvé et évité pour nos clients. Donc, ça va être la quantité de carbone qu'on permet à nos clients d'économiser grâce à nos solutions. Pour prendre un exemple très simple, quand on installe un thermostat dans une maison, le thermostat va avoir un impact carbone de par ses plastiques et sa consommation électrique. Ça, ce sera dans le scope 3, upstream et downstream. Mais il va permettre d'optimiser les émissions de CO2 de la maison. Et ça, ce sera du save and avoid. Okay, donc là, vous avez l'ensemble du carbone pour Schneider Electric. Et les objectifs qu'on s'est fixés chez Schneider, c'est d'être neutre en carbone sur la partie opération. Donc, quand on dit neutre, ça veut dire qu'on a encore le droit de faire de la compensation pour 2025. Net zéro, encore une fois, pour la partie opération, donc c'est ce qui est le plus simple pour nous parce que c'est vraiment ce qu'on maîtrise, c'est nos bâtiments, etc. Donc là, on veut être net zéro en 2030 et sur le reste de la chaîne de valeur, on veut être à moins 25%. Et ça, c'est assez ambitieux parce que là, on travaille avec nos fournisseurs, on travaille avec nos clients. Ce n'est pas une partie de l'empreinte carbone qui est directement sous notre influence.
Je vous laisserai regarder pour 2040 et 2050. Je ne vais pas détailler. Peut-être juste un dernier mot sur ce slide. Ces ambitions, elles sont validées par SBTI, donc Science Based Target. Nicolas, je peux me permettre juste une petite intervention. Le dernier axe, là, le Customer Saved and Avoided, ce qui est propre de ceux qui sont des solutions pour les autres ou qui apportent des solutions pour les autres, on est d'accord que c'est hors du périmètre du bilan carbone classique. On n'est bien que sur le scope 1, 2, 3. Et là, c'est vous qui l'avez inventé? C'est quoi? Non, alors il y a des discussions avec le World Economic Forum justement pour reconnaître cette appellation de Save and Avoided. Donc, c'est pas nous qui l'avons inventé, mais en fait, effectivement, il faudrait tracer une ligne assez claire. C'est-à-dire que c'est pas parce que nos solutions génèrent du Save and Avoided chez nos clients qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi sur notre scope 1, 2, 3. Et d'ailleurs, c'est une confusion assez commune. Donc, effectivement, vous faites bien de souligner. Attention, la partie verte de droite, elle est à mettre à part. Et c'est quelque chose qu'on reporte parce que c'est important pour nous, parce qu'on considère qu'on fait partie de la solution. Donc mais ça ne nous dédouane pas sur notre scope 1, 2, 3. Donc, il ne faut absolument pas dire que parce qu'on fait du Save and Avoided, on peut se permettre finalement d'avoir un bilan carbone sur notre scope 1, 2, 3 mauvais. Et l'appellation, elle est en train d'être normalisée alors par le GHG ou le World Economic Forum. Il y a des discussions en cours, donc a priori, ça devrait devenir un peu plus officiel dans les mois ou années à venir. Parce que c'est finalement une bonne pratique pour ceux qui n'ont pas forcément fait un bilan carbone classique, de dire, on a quand même regardé ce que nous, on permettait comme économie, donc une PME, une start-up peut le proposer, le décrire si elle sait le calculer, c'est toujours ça la problématique. et ça peut être en avance de phase d'un bilan. Exactement, mais encore une fois, c'est à double tranchant parce que on pourrait, abusivement dire que Schneider est carbone positif, parce que quand vous faites la somme de tout ça, finalement, c'est inférieur à. Mais on ne le dit pas parce que c'est pas comme, on n'a pas le droit de dire que parce qu'on fait 84 millions ici, ça vient compenser ce qu'on fait ici. Okay. Très bien, merci. Il y a peut-être une question, j'en profite Nicolas, hein, sauf si c'est encore les sujets de problèmes de son. Non. Ah, allez-y, je vous écoute, il n'y a pas de problème. Une question, effectivement, de Luc. Le scope 3 upstream paraît très faible. C'est une interrogation. Alors, la répartition du bilan carbone d'une entreprise va vraiment être dépendante de son activité. Si on est, je ne sais pas moi, Arcelor et qu'on fait du métal, le scope 1 et 2, par exemple, va être beaucoup plus gros parce qu'on a des process qui sont très électro-intensifs. Nous, le scope 1 et 2 est très faible parce qu'on fait que de l'assemblage. Le scope 3 est relativement important, 8,2 millions de tonnes, c'est pas du tout négligeable et c'est vraiment tout ce qu'on achète. Mais en réalité, ce qui vraiment nous impacte le plus, c'est la consommation électrique des millions de produits qu'on vend, qui vont consommer. En fait, la plupart des produits qu'on vend chez Schneider et notamment dans la BU Industrie, c'est des produits qui vont fonctionner 24 heures sur 24. Et ils vont consommer, alors ce ne sera pas beaucoup, ce sera quelques watts, mais ce sera quelques watts pendant 10, 15, 20 ans. Et donc, en réalité, c'est ce qui explique la prédominance du scope 3 aval et de ces 61 millions de tonnes. Mais c'est pas très intuitif et on a beaucoup de questions dans ce sens-là. C'est assez marrant parce que généralement, même en interne, quand je demande l'avis des gens sur la répartition de notre carbone, la plupart des gens vont d'abord nous dire le transport et pensent que le transport, par exemple, la part du transport, des matières premières ou même des produits finis va être prédominante chez Schneider et ce n'est pas du tout le cas. Hein. Les transports, c'est moins de 1% de notre empreinte carbone. Et c'est aussi pour ça que la comptabilité de carbone est importante. Parce qu'il y a des choses qui sont contre-intuitives, qu'on ne peut pas savoir si on ne les a pas mesurées. Ok, parfait. Alors, n'hésitez pas, Stéphanie, parce que je ne les vois pas les questions sur le chat, donc n'hésitez pas à poser. On s'en occupe. Parfait. On a un deuxième jeu d'engagement. Alors, je ne vais pas tous les détailler parce qu'il y a pas mal de choses autour du social, mais il y a tout ce qui est en bleu là, c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment, là, on est vraiment dans l'éco-design. Alors, le premier, c'est ces fameux Save and Avoided. Donc, on a pris un engagement sur la période 2021-2025. On veut faire 800 millions de tonnes de Save and Avoided. Donc, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Celui-là, c'est vraiment sur le scope 3 amont. Donc, c'est comment on travaille avec le top 1000 fournisseurs pour les aider à réduire leur empreinte carbone sur leurs opérations, donc sur leur scope 1 et 2. Et l'idée, c'est de diviser par 2 en 2025. Là, on est sur un cycle 2021-2025. Donc là, c'est vraiment de ces deux mains. C'est fin 2025 qu'on doit avoir atteint cet objectif. Ensuite, on a pris un autre engagement très, très fort en 2021 qui a été que
on veut intégrer dans nos produits ce qu'on appelle des grilles matérielles, donc du plastique, de l'aluminium et de l'acier, issus, alors pour le plastique, ça va être issu du plastique recyclé, biosourcé, et pour l'aluminium, ça va être par exemple des aluminiums recyclés ou le carbone, etc., etc. Donc là, on a défini un truc qui s'appelle les grilles matérielles, qui est une définition interne chez Schneider, parce qu'en 2021, il n'y avait pas vraiment de définition qui était un peu transverse. Par contre, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Et d'ailleurs, nous, on va changer, c'est-à-dire qu'on va arrêter d'utiliser notre propre dénomination. Là, on va vraiment se caler sur des standards du marché. Ce n'était pas possible en 2021. Maintenant, c'est possible. Mais autant que possible, ne pas inventer vos propres labels, ne pas inventer vos propres grilles, machin, parce que maintenant, toutes ces choses-là commencent à être normalisées. Donc, c'est vraiment important de se caler sur des standards du marché. Et le dernier qui est intéressant, c'est notre engagement pour l'emballage. Donc, en fait, on veut, d'ici fin 2025, on veut que 100% de nos emballages primaires et secondaires soient sans plastique, à usage unique, et utilisant du carton recyclé. Voilà, donc, bon, après, il y en a d'autres. Je ne vais pas les détailler, mais ça, c'est vraiment les engagements principaux qu'on a autour de l'éco-design de nos produits. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'éco-design, qu'est-ce que c'est l'éco-design pour Schneider? Et je vais faire deux ou trois commentaires avant de commencer. Le premier, c'est que ça s'applique uniquement au hardware. Donc on a un peu parlé software au tout début, c'était dans l'intitulé de la présentation. Aujourd'hui, de par notre activité, donc le hardware est largement prédominant. On vend beaucoup de software en chiffre d'affaires, c'est pas négligeable. Et d'un point de vue empreinte carbone, c'est quand même assez faible. Donc aujourd'hui, chez Schneider, on a quand même beaucoup mis l'accent sur le hardware. Donc on a fait beaucoup de choses autour de l'éco-design du hardware, assez peu finalement sur l'éco-design du software. Mais alors on n'est pas pionnier sur ce sujet-là, mais il y a des par exemple, il y a la Green Software Foundation qui commence à regarder des bonnes pratiques de design software pour réduire les impacts. Alors moi, je ne vais pas en parler aujourd'hui. En plus, ce n'est pas ma compétence. Donc, je vais vraiment rester sur des problématiques de hardware. Et le deuxième point, avant de rentrer vraiment dans les leviers de l'éco-design, c'est que ces leviers-là, ils sont adaptés à l'activité de Schneider Electric. Okay, si par exemple on avait été fabricant de voitures, on n'aurait probablement pas trop parlé de packaging, on aurait plus parlé d'optimisation des moteurs ou des choses comme ça. Donc c'est aussi important, et j'en reparlerai dans les recommandations, d'être capable de mesurer nos impacts et surtout et de mettre vraiment l'accent sur les sujets qui impactent le plus. Donc nous on a retenu ces 5 leviers et je vais commencer ici en parlant de matériaux et substances. Alors, je vais évacuer assez vite la partie substance parce qu'en fait, c'est plus vraiment un point de discussion. Il y a des directives européennes, REACH et RoHS, donc ça ne nous viendrait plus à l'idée et à mon avis de personne de designer un produit avec du plomb, du mercure ou de l'amiante, évidemment. Donc la partie substance, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un point de réflexion, c'est quelque chose qu'il faut appliquer. La partie matérielle, elle est intéressante. Donc là, c'est vraiment l'optimisation des matériaux qu'on va utiliser dans nos produits. Donc, utiliser moins de matériaux, par exemple, donc faire des produits plus légers, switcher de certains matériaux qui sont très émetteurs vers d'autres matériaux qui sont moins émetteurs. Ou en tout cas, si vraiment on veut utiliser du plastique, par exemple, regardez comment on peut biosourcer le plastique ou inclure le maximum de contenu recyclé. Tout en étant évidemment sûr qu'on ne va pas dégrader la qualité de nos produits. Là, nous, Schneider, on fait du produit qui est plutôt industriel, donc évidemment, il y a des gros enjeux de qualité derrière. Mais on se rend compte qu'en grattant, on arrive vraiment à trouver des alternatives qui sont à la fois compétitives d'un point de vue qualité et qui, des fois, même peuvent être compétitives d'un point de vue coût. Donc, c'est là où, des fois, hein, pas partout, pas tout le temps, mais l'éco-design peut vraiment permettre aussi de réduire les coûts de certains produits. Quand on fait un produit avec moins de matériaux, a priori, on réduit son coût aussi. Donc, voilà. Ensuite, packaging et operation. Alors, je l'ai dit, hein, la supply chain chez Schneider, c'est à peu près moins de 2% de notre, ou moins de 1,5%, il me semble, de notre empreinte carbone. Donc, c'est assez petit. Par contre, ce qui est important de souligner, c'est que, et ça, c'est vraiment un point important dans l'éco-design, il n'y a pas que le carbone en fait. Quand on fait l'éco-design, on parle beaucoup de carbone et il y a beaucoup de discussions autour de la réduction de l'empreinte carbone.
mais en réalité, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut regarder. Et là, par exemple, la partie emballage et le zéro plastique, c'est pas vraiment pour des objectifs de décarbonation, c'est plutôt des objectifs d'éviter de polluer avec du plastique dans l'environnement et notamment dans les océans. Donc ça, c'est aussi un message important. Le carbone est vraiment prédominant dans les médias, dans tous les discours, mais attention, il y a d'autres indicateurs que le carbone et on travaille, on fait du développement durable, pas uniquement pour les aspects carbone. Pour les aspects opérationnels, donc là, on est vraiment dans notre supply chain. Donc, on travaille par exemple, à produire à plusieurs endroits pour éviter de transporter trop de produits de Chine vers l'Europe. Donc, on essaie de diversifier un peu notre empreinte industrielle, etc. Ensuite, on a un levier très, très important sur l'efficacité énergétique. Et là, c'est pareil, on vient permettre à nos clients de réduire leur facture énergétique. Donc là, l'idée, c'est de réduire notre propre empreinte carbone, donc le scope 3 aval, en réduisant la consommation électrique de nos produits. Donc, en s'assurant que nos produits sont designés en sélectionnant les bonnes fonctionnalités, en évitant de mettre des fonctionnalités inutiles, par exemple, ou en désactivant, j'en sais rien, un port de communication quand il n'est pas utilisé, en essayant de dimensionner les composants au bon niveau, en essayant d'innover aussi sur l'électronique. On intègre vraiment, on essaie d'intégrer le plus possible les dernières avancées en matière d'électronique qui souvent vont générer de l'efficacité énergétique. Ensuite, on a un sujet de lifetime extension, donc d'extension de la durée de vie de nos produits autour de 3 piliers, donc la fiabilité de nos produits, la robustesse, la maintenabilité, le fait de rendre un produit mieux maintenable et de rendre accessible des pièces d'usure, par exemple, ça permet d'augmenter la durée de vie du produit. La réparabilité, évidemment, ça permet aussi de maintenir un produit le plus longtemps possible en opération. Et l'upgradability, désolé, j'ai pas le mot qui met en français, mais qui permet au client de faire évoluer son produit avec ses nouveaux besoins. Alors, évidemment qu'on peut pas, ça a des limites et qu'on pourra pas, je sais pas moi, avoir un produit qui va évoluer pendant 15 ans avec les dernières normes de cybersécurité, mais le plus possible, on essaye de permettre à nos clients de faire évoluer leurs produits pour pas qu'ils aient besoin de changer de produit et de racheter un hardware qui va peser sur notre empreinte carbone et sur la sienne pour remplacer un produit qui serait obsolète d'un point de vue technologique. Et le dernier point, le dernier axe aussi extrêmement important, c'est la recirculation. Donc là, on est en plein dans l'économie circulaire. Comment on fait pour récupérer des produits qui sont en fin de vie, éventuellement les reconditionner ou les refabriquer, c'est-à-dire récupérer des composants et faire un produit, de zéro, ou si on ne peut rien faire, recycler le plus possible les composants. Il y a une question là-dessus, Nicolas. Alors, ce n'est pas le recyclage la question, mais on n'est pas très loin. On est sur la réparabilité. Donc, il y a une question, c'est quelles sont vos actions sur la réparabilité des produits? Alors, la réparabilité, donc peut-être que les gens qui nous écoutent savent qu'il y a un index de réparabilité qui a été créé, alors qui est plutôt pour le B2C, donc les machines à laver, des choses comme ça. Donc maintenant, quand vous achetez une machine à laver, a priori, sur le marché français, vous devez voir un index de réparabilité. Ce truc-là n'est pas encore arrivé officiellement pour les produits B2B industriels. Mais nous, chez Schneider, on a décidé, je pourrais vous le montrer parce que je l'avais prévu dans le deck, on a créé un index de réparabilité qui est en fait basé sur la méthodologie qui est utilisée pour le B2C. C'est-à-dire qu'on va aller évaluer la réparabilité d'un produit en fonction du nombre d'opérations qu'il faut pour accéder aux pièces critiques, en fonction du nombre d'outils, en fonction de la documentation qu'on va fournir à nos clients pour qu'ils puissent réparer. Alors de mémoire, je ne les ai plus tous en tête, mais on a 7 critères comme ça qu'on va venir évaluer. Et l'idée, c'est de concevoir nos produits pour qu'ils soient mieux réparables. Donc, par exemple, éviter de coller les pièces, plutôt les visser. Donc, il y a des choses qu'on ne peut plus démonter parce qu'on les a collées. Donc, ça, c'est des choses qu'on évite de faire. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Quand on travaille pour la réparabilité, ça nous permet aussi de travailler pour la recyclabilité. Parce que si on colle des pièces, on ne peut plus les démonter, on ne peut plus séparer le plastique du métal, par exemple. Donc, la réparabilité ou la démontabilité d'un produit, c'est extrêmement important. Il y a plusieurs sujets à travailler. Alors, évidemment, ça dépend de ce que vous concevez. Mais chez nous, c'est vraiment de faciliter le démontage, de faciliter l'accès aux pièces d'usure ou aux pièces qui peuvent tomber en panne et leur échange. Ok. Ça vous intéresse, je pourrais vous montrer à la fin, j'ai fait un screenshot de notre index de réparabilité qui, pour le coup, est un index donc qui se base sur celui qui est fait par l'Europe sur le B2C et qui n'est pas encore officiellement publié pour le B2C, le B2B, pardon.
Très bien. Mathieu, donc c'est Mathieu qui avait posé cette question. Il a une autre question. C'est imaginez-vous vous orienter vers du product as a service, comme apparemment Philips le ferait avec l'éclairage, par exemple. Ouais, alors ça c'est une très très bonne question. Et là on est vraiment dans les changements d'usage et de propriété des produits. Donc c'est-à-dire qu'on resterait propriétaire de nos produits et en fait c'est une espèce de, on peut voir ça comme du leasing où notre client n'est plus propriétaire du produit, on reste propriétaire du produit et finalement c'est product as a service. Et ça permet surtout de pouvoir récupérer nos produits, éventuellement les reconditionner et les vendre ou même les releaser si on veut à un autre client. C'est des sujets sur lesquels on travaille. C'est des business models qui existent déjà dans d'autres industries, mais pas trop dans la nôtre. Donc, il y a des choses à inventer. Il y a aussi de l'acceptabilité des clients à inventer, mais c'est clairement un axe de réflexion et de développement pour Schneider. Aujourd'hui, on n'est pas prêt, hein, clairement, mais ça fait partie des choses qu'on veut investiguer et déployer. Ok, parfait. On peut poursuivre. Merci. Donc là, je viens anticiper un tout petit peu sur le slide d'après. Il y a un truc important là quand on regarde un peu cette matrice d'éco-design, c'est qu'en fait, c'est important de quantifier ces différents aspects pour prendre les bonnes décisions. Donc, je vais vous donner un exemple assez simple. Hein. Si on prend un câble électrique, on peut se dire comme ça un peu intuitivement que finalement réduire la section de cuivre du câble, ça va permettre d'améliorer l'empreinte carbone du câble. Mais en réalité, donc là on serait plutôt dans la partie matérielle, donc utiliser moins de ressources, moins de cuivre pour réduire l'empreinte carbone du câble. Mais en réalité, quand on fait ça, on va venir dégrader l'efficacité énergétique du cuivre. Pourquoi? Parce que un câble plus fin va dissiper plus de chaleur et en réalité, ça va venir impacter la partie efficacité énergétique. Pourquoi je vous dis ça? C'est que derrière ces différents piliers de l'éco-conception, il faut bien garder en tête que le point de départ, la pierre angulaire, c'est la quantification de ces différents leviers. Et que tous ces sujets-là vont souvent rentrer en compétition. Et que tous les sujets comme le carbone, l'eau, la raréfaction des ressources vont aussi rentrer en compétition. Donc il est extrêmement important de pouvoir quantifier tout ça pour pouvoir prendre des décisions pertinentes sur l'ensemble du cycle de vie du produit et sur l'ensemble des indicateurs. Et donc j'en viens au point d'après, c'est l'analyse de cycle de vie. Alors je ne vais pas passer sur ça tout de suite, mais l'analyse de cycle de vie, donc Stéphanie le mentionnait en introduction, donc c'est ACV ou donc c'est LCA en anglais, Life Cycle Assessment, et c'est vraiment la méthodologie qui permet d'évaluer l'impact d'un produit ou même d'un service ou même d'un software. Hein. Nous aujourd'hui c'est plutôt produit, mais on peut le faire à peu près sur n'importe quoi, sur l'ensemble de son cycle de vie, hein, de l'extraction des ressources, le transport, la fabrication, la distribution, l'utilisation et la gestion de la fin de vie. Et c'est vraiment ça qui va nous permettre de prendre les meilleures décisions sur l'ensemble de ces piliers. Par exemple, un autre exemple assez classique, c'est vouloir utiliser moins de plastique ou de matériel et au final faire un produit plus fragile et qui va avoir une durée. Donc, ok, on aura utilisé moins de plastique, on aura réduit la partie matérielle, mais finalement, on aura dégradé la partie durée de vie. Et donc, on n'aura pas forcément eu une action positive sur l'environnement. Donc, vraiment, c'est important d'être capable de quantifier tous ces impacts. Et pour ça, il y a une méthodologie qui s'appelle l'ACV, l'analyse de cycle de vie, qui est indispensable, qui n'est pas encore obligatoire hein, pour mettre un produit sur le marché, que nous, chez Schneider, on a commencé à faire en 2008 et que maintenant on fait systématiquement sur tous nos produits, mais vraiment que j'engage les industriels à regarder et à démarrer. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire sur tous vos produits, vous pouvez commencer petit, mais c'est vraiment important de commencer à mettre un pied dans cette analyse de cycle de vie et de pouvoir quantifier les impacts de son activité. Alors, c'est mon dernier slide. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Donc, c'est un ensemble de recommandations. Alors, il y en a certaines qui sont très évidentes, mais bon, je vais quand même les passer. Donc, tout commence par la donnée. Donc, c'est un peu ce que je disais juste avant. Il n'y a pas d'éco-design sans mesure d'impact. Et évidemment, c'est assez évident pour tout le monde, mais on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, assurez-vous d'être capable de mesurer votre impact à la fois pour un produit que vous designez ou commercialisez, mais aussi de votre activité au sens large.
Et vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le détail et d'avoir une vision très, très granulaire de vos impacts, mais au moins commencer à avoir les gros chiffres et les gros impacts. Ça permet vraiment de mettre les priorités au bon endroit. Donc l'éco-design, c'est une question de compromis. Donc là j'en ai parlé. Hein. Donc l'ACV, c'est vraiment la clé qui va permettre de trouver les meilleurs compromis et de ne pas prendre des décisions qui pourraient être contre-productives d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue coût ou d'un point de vue qualité. Ça, c'est important. Ça ne servira à rien de designer un produit très très vertueux d'un point de vue environnemental, mais qui serait complètement hors du marché et qui du coup serait pas vendu. Donc ça aurait aucun impact. Donc quand on dit que c'est une histoire de compromis, c'est pas qu'un compromis entre le carbone, l'eau, hein, c'est aussi un compromis entre l'impact environnemental, le coût et la qualité. Alors celui-là, c'est un peu ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que le carbone, c'est un driver un peu inévitable. Et beaucoup des discussions tournent autour du CO2, mais c'est certainement pas le seul indicateur. On parlait de la pollution des océans, plastique, etc., etc. Ce qu'on fait, par exemple, chez Schneider, quand on enlève des plastiques de nos emballages, ça a un impact négatif sur notre empreinte carbone. Alors, c'est très très faible. C'est des chiffres qui sont très très faibles, mais ça n'améliore pas notre empreinte carbone. Ça a même plutôt tendance à la détériorer. Mais on le fait parce qu'on sait que le plastique a d'autres conséquences sur l'environnement, sur la biodiversité, etc. Donc on le fait pour d'autres raisons que l'empreinte carbone. On le fait aussi parce que nos clients nous le demandent. Et ça, c'est le point d'après. L'éco-design doit être une opportunité. Et c'est vraiment important de collecter de la voix de vos clients, d'en discuter avec eux. Ce n'est pas forcément des sujets que les clients vont spontanément amener dans les discussions avec vous. Donc, je pense que c'est important de prendre l'initiative et de leur poser directement la question, est-ce qu'il y a des sujets, je ne sais pas moi, par exemple de matériaux recyclés ou d'efficacité énergétique qui sont importants pour vous, dont on pourrait tenir compte dans nos designs. Et moi, de mon expérience, en tout cas chez Schneider, c'est qu'à chaque fois qu'on a essayé de faire des choses qui étaient complètement déconnectées du marché, c'est-à-dire qui n'intéressaient pas du tout les clients, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que souvent, ça avait un petit impact sur le prix du produit, les clients n'étaient pas prêts à payer, et du coup, au final, soit on l'a fait quand même et on s'est retrouvé avec des produits difficiles à vendre, soit on ne l'a pas fait parce qu'on a réalisé que ça allait pas rendre le produit suffisamment compétitif. Donc là, ça, c'est vraiment important. Il faut en discuter avec les clients, il faut collecter la voix du client sur ces aspects d'éco-design. Il faut essayer de comprendre ce qui est vraiment important pour eux et ce pourquoi ils sont prêts à payer. Ceci dit, l'éco-design, c'est quand même un coût. Il y a certains axes d'éco-design qui, de toute façon, vont augmenter le coût du produit. Donc, encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est de rester dans des coûts acceptables et éventuellement de pouvoir compenser par ailleurs. Ce qu'on fait aussi chez Schneider, et ça, je ne sais pas si c'est applicable partout, mais on sait que éco-designer un produit, des fois, ça peut augmenter le coût et des fois, ça peut même, à court terme, diminuer notre rentabilité. Mais on sait qu'en le faisant aujourd'hui, on va anticiper des futurs besoins de nos clients et on va anticiper des futures régulations. Donc, on le fait en sachant que ça ne sera pas forcément hyper rentable à court terme, mais à moyen terme, on sait que ça va être intéressant financièrement parlant, on sait que ça va nous éviter d'avoir à redesigner le produit dans 5 ans, et on sait que ce sera de toute façon imposé par la norme dans 5 ans. Donc ça, c'est vraiment important d'être capable d'anticiper les standards, les régulations et les évolutions de marché pour pouvoir faire des choses aujourd'hui pour le futur marché. Sachant que chez nous, généralement, on design des produits qui vont être sur le marché pendant des années, donc il faut pouvoir anticiper le plus possible. Donc, avoir des ambitions atteignables, évidemment. Essayer de réutiliser tout ce qui existe. Hein. Alors, nous, on avait créé notre propre label Green Premium, par exemple, parce qu'à l'époque, il n'y a rien qui existait. Mais aujourd'hui, l'Union européenne est en passe d'interdire des labels internes. Donc là, vraiment, le message, c'est de réutiliser tout ce qui existe sur votre business, sur les régulations qui s'appliquent à vous, et éviter d'inventer des choses trop spécifiques. L'engagement des équipes, mais bon, généralement, ça, c'est pas vraiment un problème. Et la formation, donc il y a plein de formations sur l'éco-design, certaines qui sont en libre accès, d'autres qui sont payantes, mais qui sont de qualité. Donc là, je vous engage vraiment à regarder ce qui se fait sur le marché. Faire passer le message que l'éco-design, c'est un peu comme la qualité, c'est la responsabilité de tous. Donc, on essaie de développer l'expertise, mais ce n'est pas forcément toutes les entreprises qui peuvent développer
qu'on ait moyen de développer une grosse expertise éco-design. L'autre option, c'est que tout le monde soit formé, la R&D et des bases, au moins des bases sur l'éco-design. Mon dernier point, c'est les outils. Donc là, c'est pareil. Je vous déconseille d'utiliser vos outils, vos propres outils. Il y a des outils sur le marché qui permettent de faire des ACV, qui permettent de les automatiser parce que c'est énormément de données à traiter. Et si on a des outils qui ne sont pas suffisamment solides, on peut vite se noyer sous la charge de travail. Donc c'est tout pour ma présentation. Je suis allé un peu vite à la fin. Peut-être Pas de juste… souci. Merci beaucoup. Allez-y, terminez. Après, on a pas mal de questions. Ah, ok. Non, mais ça c'était juste pour montrer donc, tout à l'heure, il y a une question sur la réparabilité. Donc, voilà, là, ça c'est des grands piliers de la réparabilité. Est-ce que nous, c'est comme ça qu'on évalue la réparabilité de nos produits. Donc, c'est assez proche de ce qui est fait dans le B2C, mais on va regarder la documentation, le coût, la facilité de réparation, donc moins de 7 opérations de démontage, un seul outil, des connecteurs réutilisables, etc. La dispo des pièces de rechange et la facilité de diagnostic et de retour produit. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'on travaille la réparabilité de nos offres. Et en fait, c'est assez simple d'évaluer. Ça, c'est un truc qu'on peut partager si les gens ont besoin. Vous me contactez, je peux vous envoyer ça sans problème. Mais ça nous permet de faire une première évaluation de la réparabilité de notre produit. Parfait. On va prendre les questions, Nicolas. Alors, on en a plusieurs. Donc, on a une question de Guillaume. C'est: avez-vous mesuré l'impact commercial des efforts sur le lifetime extension? Alors ça, c'est une question qui revient assez souvent. Enfin, intuitivement, on pourrait se dire que quand on augmente la robustesse de nos produits, finalement, on va en vendre moins. Alors déjà, c'est pas vraiment le cas parce que, alors, en tout cas, nous, dans notre domaine, la qualité et la robustesse des produits, c'est clairement un facteur de fidélisation de nos clients. Donc, le fait d'avoir des produits plus robustes, ok, ce client-là ne va pas racheter 3 fois le même produit en 15 ans parce qu'il n'a pas eu 3 pannes, mais il va rester chez Schneider, il va racheter d'autres produits, il va rester avec nous. Donc, ça, c'est le premier point. Et en plus, dans le lifetime extension, il y a des points de service. Donc, il y a des choses aussi où, en fait, on aide le client à maintenir son produit en conditions opérationnelles, en faisant de la maintenance, de la réparation. Et ça, c'est des choses qui sont aussi facturables au client. Et le client s'y retrouve parce que c'est beaucoup moins cher que d'acheter un produit, de racheter un produit neuf. Et nous, on fait aussi du business là-dessus. Donc, en réalité, ce lifetime extension, c'est vraiment du gagnant-gagnant entre nous et notre client. Donc, oui, on s'y retrouve. Alors, je ne peux pas vous donner des chiffres, mais clairement, on s'y retrouve. Ok, parfait. Une autre question de Mathieu. Comment avez-vous fait pour organiser la récupération des produits en fin de vie sur le terrain? Alors là, je vais peut-être parler au futur parce qu'on y arrive, mais c'est encore c'est assez compliqué. Donc ça, c'est un point on récupère des produits aujourd'hui, mais finalement, c'est pas du tout suffisant. Donc ça fait partie des choses qu'on veut développer. Et pourquoi? Parce que nos clients n'ont pas forcément le réflexe de renvoyer un produit qui est en fin de vie, qui a 10, 15 ans à Schneider. Donc ça, on a les mécanismes. Alors c'est de la reverse logistique, supply chain. Donc bon, ça, c'est des choses qu'on sait faire. On sait gérer la supply chain pour récupérer les produits. Mais ce qu'on a du mal encore à faire, c'est à convaincre nos clients de nous renvoyer les produits. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui vont un peu dépendre des pays. Des fois, on leur propose une compensation financière. Des fois, on leur propose un meilleur prix sur le remplacement. Enfin, il y a plein de mécanismes à imaginer. Nous, on a vraiment, ça dépend de la philosophie des différents pays, mais donc il y a des mécanismes. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, chez Schneider, c'est un sujet qui reste à développer. On ne récupère pas du tout assez de produits chez nos clients. Et d'autant plus que souvent, on ne connaît pas nos clients finaux. C'est-à-dire qu'on va vendre à des distributeurs qui vont vendre à des fabricants de machines ou à des systèmes intégrateurs qui vont vendre à des utilisateurs finaux. Donc, on n'est même pas capable d'aller voir directement nos utilisateurs finaux pour les inciter à renvoyer l'équipement. Donc, ça, c'est un point assez complexe. Donc, c'est un système de chaîne, effectivement, vous ne les connaissez pas. Est-ce que ce sera le distributeur à qui vous demanderez de le faire? Enfin, il y a toute une… Alors, voilà, là, on est dans un écosystème. Il faut que tout le monde, donc le distributeur, le fabricant de machines, le système intégrateur, ait intérêt à récupérer les produits et à nous les renvoyer aussi, absolument. Okay. Parfait. Une autre question de Tom. Donc, c'est: bonjour, utilisez-vous l'ACV, donc l'analyse du cycle de vie, uniquement de façon conventionnelle et détaillée avec des logiciels spécialisés, ou également des outils d'éco-conception simplifiés, apparentés ou non à l'ACV? Alors,
C'est une très bonne question. On a démarré, donc quand je disais qu'on avait commencé à faire des ACV en 2008 chez Schneider, en fait, on a démarré avec un truc assez simple, avec un outil alors qui était un peu maison, mais un peu fait grâce à un fournisseur. Mais en réalité, on n'était pas vraiment dans l'éco-conception. En fait, on designait un produit et à la fin du cycle, on venait faire une ACV pour mesurer quels ont été les impacts du produit. Donc là, on n'est pas vraiment dans l'éco-conception, on est plutôt, on design et après on mesure. Là, ce qu'on fait en ce moment, la transformation qu'on fait, mais depuis déjà quelques années, c'est vraiment de faire de la CV progressivement dans la conception du produit. Et pour ça, il faut des outils. Parce que pour ça, il faut faire des hypothèses, il faut faire des scénarios, il faut regarder ce qui se passe quand on augmente la section de cuivre du câble, donc sur l'impact du cuivre, mais aussi sur l'impact de l'efficacité énergétique. Et ça, c'est des choses qu'on peut difficilement faire sans des outils d'éco-conception. Donc, pour l'instant, nous, chez Schneider, on a des outils simplifiés. Donc, la question est pertinente. C'est-à-dire qu'on a un outil qu'on a appelé, c'est un outil qui a un Eco-Design Calculator qui va permettre de faire des grosses hypothèses et d'aller vérifier, d'aller quantifier quelques hypothèses. Mais là, on est en train d'investir assez fortement sur un outil du marché qui est vraiment un outil d'automatisation de la CV, mais qui permet aussi de faire de l'éco-conception en venant modéliser de façon assez fine différents scénarios. C'est un outil qui coûte très très cher. Alors, on est en négociation avec le fournisseur, donc je ne peux pas vous donner le nom. C'est un outil du marché. Ça coûte assez cher, hein, c'est clairement un investissement. Nous, ça nous coûte très cher parce que ça dépend du nombre de produits et de composants qu'il va falloir gérer avec cet outil. Mais j'imagine que pour une PME qui gère moins de références commerciales et moins de composants, ce sera beaucoup moins cher. Mais c'est un investissement qui est rentable parce que c'est des choses qui aujourd'hui on fait manuellement, ça nous prend beaucoup beaucoup de temps. Donc c'est un budget conséquent, mais qui va trouver sa rentabilité à moyen terme. D'accord, parfait. Une autre question de Mathieu. Comment faire pour qu'un indicateur supplémentaire, ACV par exemple, soit utilisé et pas vécu comme une contrainte supplémentaire? Comment votre entreprise a-t-elle changé d'état d'esprit et inclus ces notions dans sa gouvernance? Alors ça, c'est pareil. Effectivement, c'est une transformation. Alors, il y a des mécanismes assez classiques, comme par exemple le coût du carbone dans les projets. Donc, on peut très bien imaginer mettre un coût du carbone dans les projets et finalement l'empreinte carbone, donc la réduction de l'empreinte carbone du projet va venir impacter directement la rentabilité financière du projet. Donc ça, c'est une option. Moi, mon idée, c'est que le nœud du problème se trouve ici. Et que, à partir du moment où on a parlé de ça avec nos clients, à partir du moment où nos clients ont exprimé des besoins, en fait, tout le reste on va découler de ça. Donc, moi, je pense vraiment que le plus important et le plus urgent, c'est de parler de ça avec ses clients. Et là, on va se rendre compte que, alors pas tous, mais on va se rendre compte que certains clients ont vraiment des attentes importantes à ce niveau-là. Et on va se rendre compte que c'est vraiment un facteur de choix pour eux. Et de là va découler toutes les décisions projets et donc éventuellement des investissements, éventuellement voilà. Moi, je pense que c'est vraiment. Après, il y a évidemment la partie régulation. Il y a un moment où, quand c'est imposé par la régulation, bon, bah là, de toute façon, il faut s'y plier. Mais je pense vraiment que la voix du client est un vrai driver d'application de l'éco-design. Parfait. On a encore 5 questions. On va essayer de les passer rapidement. La question des arbitrages éco-design coût-qualité est essentielle, c'est ce que vous aviez mentionné. Utilisez-vous des outils comme du carbon shadow pricing? Bah, ça, c'est Comment adressez-vous les autres catégories d'impacts environnementaux, ressources, land use, etc.? Alors, les autres catégories d'impact sont dans l'ACV. En fait, quand on fait des ACV, on sélectionne des indicateurs. Nous, de mémoire, on en a sélectionné entre 30 et 40, je ne sais plus trop. Le carbone, c'est un des indicateurs parmi d'autres. Donc, là-dedans, il va y avoir l'eau, il va y avoir la raréfaction des ressources, etc. Donc, ça dépend vraiment de son activité. Mais dans les ACV, on sélectionne des indicateurs. Donc, on ne reste pas que sur le carbone. Et la question sur l'impact coût, donc effectivement, le carbon shadow price, c'est ce que je disais juste avant, c'est un mécanisme qui permet en priceant le carbone, en fait, on va compenser des éventuels surcoûts qui peuvent être liés à l'éco-design.
Après, c'est des mécanismes internes. C'est ce qui vont, à mon avis, fonctionner dans des grosses entreprises où on va pouvoir venir compenser entre différentes activités qui sont plus ou moins vertueuses. En fait, pour moi, ce serait plutôt du bonus-malus en interne entre différentes entités plus ou moins vertueuses. Je ne sais pas, alors là, je n'ai pas d'avis, mais je ne suis pas sûr que, enfin, si j'ai un avis, en réalité, je ne suis pas sûr que dans une PME, ça soit vraiment applicable, le coût du carbone. D'accord. Ouais. Bah, c'est un peu la même question suivante de François, enfin, pas tout à fait, mais vous arrivez à valoriser l'éco-design au niveau pricing, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on le remet dedans? Est-ce qu'on le compense? Est-ce qu'on dit aux clients? Enfin, c'est toujours une question d'équilibre, hein, parce que vous n'allez pas non plus pouvoir augmenter. Enfin, il n'y a pas de surtaxe, je sais pas comment on appelle ça. Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Déjà, il y a certains piliers de l'éco-design qui permettent de réduire les coûts. Donc là, clairement, c'est facile parce que ça permet. Alors, ça va peut-être nécessiter un peu plus de R&D, un peu plus de qualification en amont dans le design, mais ça va réduire les coûts de production, par exemple. Donc là, bon, ok, c'est assez simple. Ensuite, il y a ce qui va engendrer un surcoût, mais ce pourquoi les clients sont prêts à payer. D'accord ? On a des clients aujourd'hui qui sont prêts à payer un peu plus cher pour du premium. Donc là, c'est pareil. Finalement, on va répercuter le prix, enfin le coût sur le prix de vente. Et ensuite, il y a les choses où les clients ne sont pas prêts à payer, mais ça, on le fait que si on pense que ça vient anticiper une norme ou une régulation à venir, ou si on pense que ça vient anticiper un futur besoin de nos clients. Et dans ce cas-là, on le fait comme un investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous coûte de l'argent, mais on sait que ça va, finalement, ça sera rentable à 5 ans. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut raisonner. Donc, il y a ce qui nous permet d'économiser de l'argent, il y a ce qui nous permet ce que le client est prêt à payer, donc d'augmenter un petit peu nos prix, et il y a ce qui nous coûte de l'argent, mais qui finalement va pouvoir nous permettre d'anticiper de la régulation à venir ou une tendance du marché à venir pour lesquelles nos clients seront prêts à payer dans le futur. Sachant que c'est toujours plus compliqué de redesigner après coup que de designer correctement dès le début. Et c'est aussi pour ça qu'on anticipe. Absolument. Encore une question de François et après il y aura encore 2 questions. Vu les régulations qui arrivent, cela devient mandatory, donc obligatoire. Donc on tombe dans la commodité. Oui, mais on n'y est pas. On est d'accord, on n'y est pas encore là. Loin, on est assez loin. Alors, à mon sens, on y est dans les substances. Parce que les substances, ça fait partie de l'éco-design. Et comme je disais, ça viendrait plus trop à l'esprit de designer un produit avec beaucoup de plomb ou beaucoup de mercure. Donc, on y est sur certains aspects. Après, on n'y est pas encore tout à fait, par exemple, sur la réparabilité, en tout cas dans l'industrie. On y est dans le B2C, mais pas dans le B2B. Et donc, petit à petit, effectivement, la réparabilité, la recyclabilité, ça, c'est vraiment des choses qui sont en train d'être régulées maintenant. Oui. Donc ça va arriver et c'est vraiment des choses qu'il faut regarder dans le détail. Et alors, ça coûte assez cher, je dois dire, d'avoir des équipes ou de demander des études pour connaître l'impact des futures régulations. Et c'est assez compliqué. Ça, c'est probablement un sujet sur lequel je pense que les PME peuvent avoir du mal. Je vous rejoins. Ouais, c'est tout à fait juste. C'est mesurer, qu'est-ce qu'on mesure, même si c'est normalisé aujourd'hui, mais c'est toujours compliqué d'avoir le chiffre ou les bons éléments. On a deux autres questions et on s'arrêtera là. Donc, avez-vous mis en place un Customer Engagement Programme pour les inciter à suivre les bonnes pratiques par rapport à l'usage de vos solutions et la gestion de fin de vie? Donc là, c'est aussi éduquer le client. Alors, j'adorerais répondre oui, mais pas suffisamment. On fait des choses. Alors, ça va vraiment dépendre des produits. Par exemple, si je prends l'exemple des variateurs de vitesse qui sont des trucs qui servent à piloter des moteurs électriques, ça, c'est un gros levier d'efficacité énergétique. Et donc, sur ces produits-là, par exemple, on va passer beaucoup de temps à expliquer à nos clients comment le régler correctement pour réduire sa consommation électrique, etc., etc. Et je pense qu'effectivement, on peut travailler beaucoup plus avec nos clients pour mieux les accompagner, à la fois dans l'efficacité au moment de l'utilisation du produit et aussi dans la gestion de la fin de vie. Donc, je pense que là, il y a des choses à faire. OK. Donc, pas encore totalement abouti. Et dernière question, est-ce que l'Open LCA, donc Open ACV, serait utilisable? Je ne sais pas, c'est un soft, je ne connais pas le Open LCA. Oui, je pense que c'est un outil. Alors, nous, c'est pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne suis pas suffisamment expert pour le coup. Donc, si la personne qui a posé la question veut m'envoyer un mail, je peux voir un peu en interne avec nos experts ACV ce qu'ils en pensent. Mais j'ai du mal à répondre à cette question.
Ok, on va faire comme ça on sera dans les temps. J'ai juste moi une dernière petite question, parce que vous parliez premier point, le client, c'est lui qui met la pression. C'est ce que vous Oui. aviez mentionné. Il y a les investisseurs, il y a les institutionnels, et la régulation, la réglementation, etc. Oui. Vous aussi, vous mettez de la pression quand vous travaillez avec des startups et des PME, comment vous faites? Eh ben, alors oui, alors, on met la pression. Vous demandez des On est preuves plutôt, de design, etc. on est plutôt dans une logique de partenariat, mais quelque part, alors là, vous voyez dans notre programme, il y a nos top 1000 fournisseurs. Hein, où, alors eux, pour le coup, on essaie vraiment de travailler avec eux pour réduire leurs opérations. Donc, c'est une forme de pression, hein, si vous voulez. Sachant qu'on les aide, hein, on n'est pas juste dans le push. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de récupérer de la donnée de nos fournisseurs. Et là où nous, on peut mettre un peu de pression, c'est en incitant nos fournisseurs à nous donner de la donnée. Avant même de penser à réduire l'empreinte de ce qu'ils nous vendent, on leur demande de nous fournir de la donnée, parce que nous, on en a besoin pour faire nos propres évaluations. Et ça, ça peut être un sujet sur lequel on met la pression à nos fournisseurs. Alors, encore une fois, dans une logique de partenariat, et voilà. Mais oui, clairement, on a besoin que nos fournisseurs, ils sont obligés de participer à cet effort-là. Ok, parfait. Super, merci beaucoup Nicolas. On va en rester là. Il y avait pas mal de questions. Merci aux participants, c'était très actif. Et je trouve que les réponses étaient intéressantes, y compris pour des PME, donc c'est plutôt pas mal. On va vous envoyer un petit questionnaire, le système va vous envoyer un questionnaire aux participants pour que vous puissiez donner votre avis. On mettra à disposition le replay assez rapidement, le temps que la machine traite le process de mise en replay. Et puis pour le dernier sujet, là, donc Luc qui avait posé cette question, il prendra contact directement pour le fameux Open LCA. S'il y a une réponse possible, eh ben, on vous laissera faire en direct. Et merci à tous et encore bonne après-midi. Merci Nicolas et à très bientôt. Eh bien, merci à tous. Ouais, bon après-midi. Merci, au revoir.